Nous reprenons nos travaux en recevant le groupe pour les droits de femmes du Québec. Nous accueillons Mme Michèle Sirois, présidente, et Mme Guilbeault, la vice-présidente. C'est bien ça? Vous disposez d'une période de 10 minutes pour faire votre présentation. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci. Merci de nous accueillir à cette commission parlementaire. C'est important pour nous. Pour les droits des femmes du Québec, qu'on va appeler PDF Québec, est un organisme citoyen, féministe, mixte et non partisan et qui rassemble plus de 300 membres. Pour PDF Québec, une véritable démocratie ne sera possible qu'à la condition de réaliser pleinement l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons bien regardé le rapport qu'on devait étudier et nous avons vu que c'était un rapport qui était très touffu, que le gouvernement a produit, et on ne peut que constater que de nombreux efforts ont été investis depuis le premier plan d'action en 2001. Quand on observe la réalité, on constate que plusieurs progrès ont été accomplis, mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer le grave problème des agressions sexuelles. Les chiffres sont en effet effarants. Par exemple, le rapport révèle qu'il y a, en 2012, plus de 5 000 infractions sexuelles enregistrées par les corps policiers. Ces chiffres ne sont que la pointe d'un immense iceberg, comme l'a montré la campagne des agressions non dénoncées à l'automne passé. Pour ce qui est du sexe des victimes des infractions sexuelles, le rapport est très clair dans les chiffres qui sont donnés. 83% des victimes sont des filles et des femmes. Et concernant les agresseurs, 97% des auteurs présumés sont de sexe masculin. Ces chiffres se répètent année après année. La persistance de ces agressions est un frein constant au bien-être et la pleine égalité des femmes. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait encore autant d'agressions sexuelles? Un début de réponse, peut-être, qu'il y a au sein de certains groupes et pour certaines personnes, un assentiment tacite, une sorte d'omerta qui protège les agresseurs. C'est notamment le cas de la problématique de l'inceste. Même si l'inceste comporte des conséquences dévastatrices sur les plans physiques et psychologiques, il reste caché à cause du mur de silence qui entoure ce type d'abus sexuel. Nous aurions apprécié que cette problématique soit abordée dans le rapport. Malheureusement, ce n'est pas le cas. S'il y a autant d'agressions sexuelles, c'est aussi que les agresseurs sentent qu'il est encore acceptable de démontrer sexuellement leur domination sur une femme. Cette domination découle d'un sentiment de supériorité des hommes sur les femmes. Sentiment qui est entretenu par la culture, mais qui est aussi parfois justifié par des préceptes religieux. On peut se demander aussi comment il se fait que les victimes d'agressions sexuelles révèlent si peu leur agression, et souvent très tardivement, comme on l'a vu avec l'affaire Ghomeshi et tout récemment avec les accusations contre l'entraîneur de ski Bertrand Charret. Les victimes, quant à elles, parlent enfin, mais tardivement, mais surtout elles disent, quand elles parlent, qu'elles ne se sentaient pas, elles craignaient de ne pas être crues. D'ailleurs, nous voulons souligner que l'usage abusif du terme « présumée victime » par les médias, ce terme démontre le climat de suspicion qui entoure les victimes d'agressions sexuelles. Cela n'aide en rien à dévoiler ces crimes. Il faut vraiment agir. Agir, effectivement, car nulle femme n'est à l'abri d'une agression sexuelle. Il faut mettre encore plus d'efforts pour transformer radicalement notre vision des rapports hommes-femmes. Un rapport qui est à la base même des agressions sexuelles. Pour cela, PDF Québec recommande d'agir sur 2 plans. Premièrement, pour faire évoluer les mentalités, ce qui est très développé, davantage développé dans le plan d'action. Par contre, il faut aussi agir sur un certain nombre de politiques, de lois, de règlements et de façons d'organiser notre société. Cet aspect-là c'est des mesures plus structurantes puis est moins développé dans le rapport. Nous avons remarqué ça. Au niveau des mentalités, entre autres, PDF Québec endosse totalement les objectifs du plan d'action quant à la promotion des valeurs fondamentales.
À ce chapitre, plusieurs mesures sont intéressantes, mais leur effet semble marginal, presque annulé par certaines pratiques qui les contredisent. Exemple, la mesure 1, qui dit de soutenir la promotion de rapports égalitaires entre les filles et les garçons au sein du réseau de services de garde, c'est accompagné effectivement de près de 200 000 $ qui ont été dépensés entre 2008 et 2014 pour une formation, une vidéo, une grille d'analyse portant sur le sexisme des jouets. Mais qu'apprend-on il y a une semaine? C'est qu'il y a encore des garderies qui organisent des activités, une journée pour les filles et les garçons avec des activités complètement différentes, des frisettes et manucures pour les filles, les garçons, sciences à l'horaire et films d'action. Ces activités et discours sexistes sont très éloignés de la promotion des valeurs égalitaires. Donc, il reste beaucoup de choses concrètes à faire et à vérifier aussi. Deuxièmement, au plan des politiques, des lois, des règlements, il est impérieux que les organisations et les ministères développent une plus grande cohérence. Prenons l'exemple du cours « Éthique et culture religieuse ». Ce cours comporte un volet éthique avec lequel nous sommes tout à fait en accord. Mais il comporte aussi un volet de culture religieuse où on s'interdit de critiquer l'infériorité des femmes dans les religions. On est loin à ce moment-là des objectifs du plan d'action qui est de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. De même, nous demandons, est-ce qu'il y ait plus de cohérence, exemple, dans le ministère de la Famille devrait s'assurer que les pratiques de ses mandataires, ainsi que les documents et les activités des différents services de garde qu'ils subventionnent, respectent en tout temps les principes et les valeurs d'égalité. PDF Québec fait aussi plusieurs recommandations afin de renforcer l'imputabilité des organisations et des ministères. Cette imputabilité devrait aussi s'appliquer aux organismes sportifs. Ceux-ci devraient être imputables tant au plan de la promotion des valeurs d'égalité que de l'aide apportée aux victimes et à la dénonciation des agresseurs. Il devrait y avoir donc la même imputabilité pour les cégeps ou pour les universités. Il y a aussi la question de la prostitution qui n'est pas abordée dans le rapport et qui pourtant est une source d'agression sexuelle très forte. Alors donc, nous aimerions d'abord dire que nous avons accueilli avec grande satisfaction le projet de loi C-36 adopté par le gouvernement fédéral à l'automne 2014. Ce projet de loi, donc C-36, qui a décriminalisé les femmes prostituées et pénalisé les personnes à qui profite le crime, c'est-à-dire les clients et les proxénètes. Nous nous sommes encore davantage réjouis de la déclaration de la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, à l'effet que la nouvelle loi sur la prostitution serait mise en application. Voilà ce qui va aider pour nous vraiment à diminuer, créer un climat qui va diminuer les conditions, qui va diminuer les agressions sexuelles. Prévenir, c'est aussi dépister. Dépister les victimes et dépister aussi les potentiels agresseurs. À cet aspect-là, vraiment le plan d'action est très faible au niveau du dépistage. Alors, nous demandons qu'il y ait plus de politique, qu'on travaille davantage cet élément-là. Nous demandons également un plan de sensibilisation de la population. Il y a quelques jours, est apparu dans les médias qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, a annoncé un plan de 41 millions sur 3 ans pour lutter contre la violence sexuelle. Eh bien, nous demandons la même chose pour le Québec, au moins la même chose. Alors, c'est un plan, disait-elle, cette première ministre, pour modifier les comportements et remettre en question les normes sociales, que la violence sexuelle est enracinée dans la misogynie et que ce sont des comportements acquis qu'il faut prévenir. Puisqu'ils sont acquis, on peut faire quelque chose qui ne s'installe pas. Notre mémoire également parle à plusieurs endroits de la situation des femmes les plus vulnérables. Entre autres, nous voulons parler du cas des femmes autochtones et des néo-québécoises également. Les femmes autochtones, les données montrent qu'elles sont très vulnérables et elles sont dans une situation grave. Plus de 1200 femmes autochtones seraient disparues. PDF Québec voudrait que le gouvernement soit particulièrement sensible à la situation dramatique de ces femmes.
Tout comme le rapporteur de l'ONU qui l'a fait, a demandé qu'il y ait une commission d'enquête pour qu'on fasse ressortir quelles sont les conditions objectives dans lesquelles sont les femmes autochtones, qu'il faut mettre des coupures, il faut faire attention de ne pas mettre de coupures, savoir où on doit investir pour pouvoir améliorer, diminuer les agressions sexuelles. Ina, s'il vous plaît. Nous aimerions enfin dire qu'il y a une convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Canada a signé cette convention internationale. Le Québec l'a entérinée. Et qu'est-ce que ça dit? Nous voulons que PDF Québec recommande de ne jamais invoquer de considération de coutumes, de traditions ou de religion lorsqu'on intervient en matière d'agression sexuelle, que ce soit au niveau de l'intervention psychosociale, judiciaire ou correctionnelle. L'État devrait voir assurer la sécurité de toutes les femmes, de quelque origine qu'elles soient. Madame Sirois, j'essaie maintenant la parole à Madame la ministre pour une période de 14 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Mesdames. Merci de vos recommandations. Votre mémoire est quand même substantielle et vous abordez différents enjeux. J'aimerais vous entendre, j'ai pris plusieurs notes lors de votre intervention, j'aimerais vous entendre davantage sur la question de l'imputabilité que vous demandez au cégep, aux universités, le rôle que les maisons d'enseignement ont à jouer. Parce que vous avez fait référence dans votre présentation au plan d'action qui a été déposé il y a 2 semaines par mon homologue de l'Ontario. Effectivement, dans le plan d'action, on aborde la question des initiations sur les campus et de la sécurité des femmes sur les campus. Est-ce que c'est un peu à ça que vous faites référence et qu'est-ce que vous voyez si c'est le cas? Comment devrions-nous aborder cet enjeu-là? Bien, on peut voir que dans le plan d'action, on parle beaucoup de sensibilisation, de mesures, donc, pour faire comprendre que c'est pas beau d'agresser. Mais on voit qu'il y a une culture du viol, ça a fait assez scandale à plusieurs reprises, ça revient, supposons, au niveau des initiations dans les universités ou dans les cégeps. Bien, je pense qu'il va falloir passer comme est arrivé à l'université en Nouvelle-Écosse, où on est passé au stade de menace de renvoi d'étudiants. Je pense que ça, il va falloir sensibiliser, mais qu'il va falloir vraiment prendre des mesures où on va dire comme message général à tout le monde que les agressions, c'est non. Alors donc, on voit que 97% des auteurs d'agressions sexuelles sont des hommes, et que là-dessus, il y a 21%, un homme sur 5, c'est un jeune garçon, un mineur. Donc, il faut vraiment envoyer des messages que, les dénonciations, c'est la dénonciation d'un crime, et qu'il va y avoir des mesures, et pas juste de parler à quelqu'un, mais dire, oui, il y aura des mesures, et des mesures juridiques légales également. D'ajouter quelque chose par rapport à l'imputabilité. En fait, pour l'ensemble des organisations, on parlait aussi des associations sportives, c'est que actuellement, on a l'impression que c'est comme délégué, c'est à un autre niveau, un autre étage que ça se passe. Et puis, si l'université ou le cégep a fait sa campagne de sensibilisation, elle dit j'ai joué mon rôle, mais on pense les institutions devraient être davantage responsables. Et si elles savent qu'elles sont qu'il y a des choses qui se passent sur le campus, qu'il y a des actes d'agression qui se passent comme ça, elles ont une responsabilité, à la limite une responsabilité civile, je ne suis pas juriste, mais donc une réelle responsabilité et qu'elles ne peuvent pas s'en laver les mains sous prétexte que c'est l'association sportive ou la fraternité sur le campus qui a organisé cette activité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'imputabilité en termes de responsabilité. Et de mettre en œuvre une politique de tolérance zéro. Et de l'appliquer réellement avec des conséquences. J'aimerais ajouter également que dans le passé, à cause du fait qu'il n'y avait pas d'imputabilité, il y a beaucoup d'institutions qui mettaient beaucoup plus d'énergie à protéger la réputation et qui camouflaient la réputation de leur institution ou de leur organisme et qui camouflait. Et c'est comme ça qu'après 20 ans, c'était la situation dans les collèges religieux, les écoles, les pensionnats. On a camouflé. Beaucoup d'Autochtones, beaucoup d'orphelins du Plessis ont témoigné combien ils étaient victimes. Eh bien, ça, cette culture de l'impunité des institutions, va falloir que, je pense qu'on demande que ce soit, dans un futur plan d'action, que ce soit une priorité.
Dans un autre ordre d'idée, vous êtes une organisation féministe, vous prônez les rapports égalitaires, évidemment. Comment voyez-vous la participation des hommes ou l'implication des hommes dans la lutte aux agressions sexuelles? PDF Québec est une organisation mixte. Alors, pourquoi c'est mixte? C'était des discussions parce que c'était quand même assez nouveau, mais c'est parce que si on veut changer les rapports sociaux, il faut que les hommes s'impliquent réellement. Donc, les hommes ont un rôle à jouer. On a parlé tout à l'heure, même nos prédécesseurs, là, la clé le mentionnait, c'est les hommes sont parfois volontairement, parfois involontairement, peut-être des fois inconsciemment, mais complices des agressions qui se commettent. Tous les hommes ne sont pas des agresseurs. La majorité des hommes ne sont pas des agresseurs. C'est un peu le même principe que l'association Zéro Macho là, qui a commencé au Québec, où c'est des hommes qui sont contre la prostitution. Donc, des hommes qui ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les rapports d'égalité entre les hommes et les femmes soient la responsabilité et des hommes et des femmes. Et on pense que les hommes peuvent jouer un rôle très actif auprès des jeunes hommes, évidemment comme modèle, mais aussi dans le discours et dans la façon de rejoindre les préoccupations des autres hommes. Mais leur premier rôle est notamment sur le plan de la complicité, c'est-à-dire quand ils sont au courant qu'ils ne dénoncent pas, ils participent au maintien de cette culture de domination des hommes sur les femmes. Alors oui, c'est un rôle très important que les hommes maintenant doivent prendre en charge pour vraiment faire changer les mentalités, parce que quand on considère que les agresseurs, c'est quand même 97% des hommes, bien, il y a quand même un problème, pas chez les femmes, mais chez les hommes. Donc, dans la culture masculine, et les hommes sont les meilleurs, peut-être, pour parler, faire comprendre que les femmes arrêtent de s'époumoner puis se le disent entre elles, et que les hommes, enfin, se sentent responsables pour agir en faveur de l'égalité. Et eux aussi, ils vont gagner au change. On ne pensera pas, peut-être nos petits-enfants, nos petites-filles ne penseront pas, en marchant dans la rue le soir, que peut-être que l'homme qui marche en arrière d'elle va les agresser. Si on est dans une culture d'égalité, ce climat d'insécurité va énormément diminuer. J'aimerais aussi ajouter que à PDF Québec, justement, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus tout spontanément nous appuyer parce que c'est justement l'impact, le travail à long terme qui s'est fait par rapport aux femmes qui nous ont précédées. Le féminisme a fait comprendre qu'il n'y a pas juste les femmes qui vont bénéficier de ça, mais que c'est aussi les hommes qui vont être gagnants. Donc, c'est ça l'essence un peu qu'il y a derrière, l'idée qu'il y a derrière dans le manifeste de l'organisme Zéro Macho. Écoutez, c'est à travers 56 pays dans le monde ont un organisme, ont signé le manifeste de Zéro Macho parce que les hommes ont réalisé que c'était tout à fait leur intérêt et que ces hommes-là sont aussi des pères de petites filles. Alors, c'est facile de dire « Ah, c'est pour les autres », mais quand c'est ta petite fille, quand c'est ta sœur, quand c'est ta nièce, avec lequel tu as un attachement, les hommes ont pris conscience que ce n'est pas juste un problème individuel, mais que c'est un problème collectif. Et ils ont le goût de s'engager. Et des jeunes, et on voit vraiment qu'il y a, comme il y a des jeunes pères qui s'occupent de leurs enfants, qui prennent des congés de paternité, eh bien, on voit que chez les hommes, il y a un changement. Et là-dessus, le rapport montre qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour enlever les stéréotypes sexistes. Vous avez également, sur un autre ordre d'idée, vous avez misé, vous demandez que des mesures plus musclées soient mises en place pour dépister non seulement les agresseurs potentiels, mais également les victimes. Est-ce que vous avez des idées de mesures qui devraient être mises en place? Est-ce que vous avez imagé ce que pourrait éventuellement contenir un plan d'action qui aurait cette orientation? Entre autres, en Ontario, le plan qui vient juste de partir, là, il y a une publicité qui montre, elle vient de partir, cette publicité, elle est actuellement virale sur les réseaux sociaux et ça montre que tous les citoyens sont impliqués. C'est-à-dire qu'un peu comme Parents Secours, on a compris que c'est dans le milieu de la proximité que les citoyens, ils doivent être conscients que, on ne peut pas détourner les yeux. 2, on est responsable, que c'est un crime,
et qu'on a ces responsabilités-là. Je pense que quand les citoyens comprennent que tous et toutes, dans notre quartier, dans les bars où on va, dans les endroits où on est dans notre collège, eh bien qu'on a une responsabilité citoyenne, que ce n'est pas juste une question de condition féminine, c'est une question de condition humaine. Alors, je pense que, oui, c'est une chose qui doit être travaillée et qui doit avoir en tout cas, nous, on serait intéressés, c'est sûr, de travailler sur un futur plan dans lequel on pourrait voir justement des mesures concrètes. Mais un organisme comme Zéro Macho en est un élément. Donc, précisément, je pense aussi qu'il faut travailler sur le fond, c'est-à-dire les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Parce que les agressions viennent d'une mentalité, font partie d'une culture générale où les femmes sont dominées par des hommes. Alors donc, il faut changer les mentalités, mais il faut changer donc avec des mesures, oui, des mesures où on va signifier aux gens que tolérance zéro. Un peu comme sur la route, les gens qui assistent qui sont de non-intervention en personne, hein? Il y a un accident, tu n'as pas intervenu, tu vas avoir un problème, tu dois intervenir. Et la même chose pour les agressions sexuelles. Si tu es témoin, tu dois intervenir. Quel serait, parce que vous avez vraiment fait un grand tour d'horizon de la question, vous l'abordez sur plusieurs angles, quels seraient, selon vous, les 3 incontournables? Si vous me dites aujourd'hui, là, vous nous dites aux parlementaires, nous, là, voici les 3 éléments à côté desquels vous ne pouvez pas passer. Quels seraient-ils? Spontanément, moi, je serais portée à dire d'abord un investissement dans la sensibilisation de la population. La cohérence au niveau de la promotion des valeurs fondamentales. Il ne faut pas que la main droite défasse ce que la main gauche a fait, c'est-à-dire qu'on ne doit pas parler des 2 côtés de la bouche. Tout à l'heure, Mme Sirois a parlé du cours de CR où les valeurs d'inégalité des femmes dans les religions sont tues, sont négligées, alors que d'un autre côté, on va faire la promotion des valeurs d'égalité. Il faut qu'on soit constant, donc cette cohérence dans le message qui est adressé à l'ensemble de la population, aux enfants, nos intervenants, aux intermédiaires, et on a parlé aussi dans notre rapport, dans notre mémoire, du fait que les gens qui portent des signes sexistes dans leur travail auprès des enfants portent atteinte à cette égalité entre les hommes et les femmes. Le message n'est pas cohérent. Donc, une nécessaire cohérence et aussi de la concertation entre les organisations. Il faut en faire en sorte que quand le Conseil du Trésor coupe, par exemple, pour donner un exemple très concret, bien, on voit que ça affecte les ressources qu'on vient de développer pour la mise en place, par exemple, dans le Grand Nord auprès des personnes autochtones ou les centres désignés pour les victimes, les personnes ressources ou les répondantes en matière d'agression sexuelle. Donc, les changements budgétaires ont des impacts qu'on doit mesurer avant pour faire en sorte que les mesures, les initiatives qui sont prises sur le terrain ne soient pas à recommencer chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement ou à chaque fois qu'il y a un changement budgétaire. Donc, cette nécessaire concertation et cohésion est très importante parce que c'est du long terme et quand on met en place une structure ou une mesure qui va peut-être donner des effets, il faut lui donner le temps d'avoir des effets. Et si elle est coupée au bout de 3 ans, on s'entend qu'on recommence à zéro. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très important dans la politique que le gouvernement va mettre de l'avant, le plan d'action que le gouvernement va proposer, de faire en sorte qu'on s'assure qu'on garantisse un long terme, une stabilité dans les ressources qu'on met en avant, parce que sans ça, on va tourner en rond et on va se retrouver ici dans 5 ans à faire un bilan en disant, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'agressions sexuelles encore? 1 minute 30. Monsieur le député de Darcy-McGee, 1 minute 30. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Madame Sirois, Madame Guilbeault, merci pour votre exposition très importante sur des questions d'une ampleur très, très sérieuse. J'aimerais vous inviter à élaborer dans le contexte d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle, des problèmes très graves, vos recommandations 3 ou 4, on parle, vous venez de faire allusion à ça, mais porter des signes sexistes
Et j'essaie de faire le lien qui m'échappe, je ne vous cache pas, entre ça puis les problèmes d'agression sexuelle, exploitation sexuelle. Et s'il restait quelques secondes, la recommandation 4, où on parle du programme d'éthique et culture religieuse, je me demande comment ça ne s'insère pas dans la bataille qu'on partage. Les agressions sexuelles, je pense que le plan d'action est très, très, très clair. Elles existent parce qu'il y a des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la trame de base des agressions sexuelles, les rapports inégalitaires, le sentiment de domination des hommes sur les femmes et la promotion des valeurs d'égalité sont parties du plan d'action et faisaient partie même antérieurement. Donc, on doit dire continuellement, à le répéter, les hommes et les femmes sont égaux. Quand il y a des mesures... Un symbole pratique sexiste, oui, voilà. À l'agression sexuelle. Non, le symbole est un symbole d'infériorisation des femmes, donc c'est un message contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, dans ce sens-là, on défait ce qu'on vient de dire à droite, vous êtes des égales, puis de l'autre côté, non, vous n'êtes pas des égales. Donc, c'est la contradiction entre le message d'égalité entre les hommes et les femmes qui retarde le fait que la population va devenir un jour participante de cette vérité que les hommes et les femmes devraient être des égaux. C'est dans ce sens-là, c'est la contradiction entre la promotion des valeurs d'égalité qui sont la marque de commerce du Québec, il faut le dire, parce que le Québec est connu dans le monde entier pour la place que les femmes ont pu prendre grâce à différentes politiques qui ont été mises de l'avant, mais il reste encore des contradictions. Merci, Mme Guilbeault. Je cède la parole à Mme la députée de Charlevoix-Maisonneuve pour une période de 9 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour, Mesdames. Bienvenue parmi nous. Écoutez, je vais faire une petite publicité qui va être publicité négative. Je vous le dis tout de suite. Vous nous mentionnez dans votre mémoire, entre autres, la mesure 1 qui était, entre autres, pour soutenir la promotion des rapports égalitaires entre les filles et les garçons dans les réseaux de services de garde. Et on a vu, il y a un montant de près de 200 000 $. La semaine passée, dans une garderie scolaire, on a vu le truc. Eh bien, je vous l'annonce dans mon journal local, au Collège Maisonneuve, un camp de jour qui nous annonce une activité pour les 4 à 6 ans. Alors, les super-héros et les princesses. Encore. C'est dans mon journal cette semaine. Je suis un petit peu en colère. Franchement, je suis en colère. Je suis en colère qu'on ne comprenne pas encore. Qu'on ne comprenne pas encore que c'est fini, ça. Et que malgré, puis l'investissement était là, l'investissement était fait, il y a eu du travail de fait sur le terrain, mais ça, c'est dans les services de garde. Et là, dans le fond, il va falloir étendre ça au camp de jour. Parce que la semaine passée, ce qui est sorti, c'était justement un camp durant la semaine de relâche. Alors, c'est comme si durant le moment où l'enfant est à l'école ou au service de garde, c'est correct, mais dès qu'il est dans un autre module, soit le camp de jour ou le camp de relâche, eh bien là, ça compte plus. Alors, c'est un peu désespérant, mais c'est bien la preuve qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. À la même adresse, vous nous parlez des fédérations sportives. Moi, je regardais dans le bilan et je veux bien croire que certains veulent protéger les institutions, mais il y aurait lieu de croire que certains ont voulu protéger même leur fédération sportive. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment, et on a vu la liste, elle est minime dans le bilan, des fédérations qui ont vraiment agi. Quelques fédérations ont agi, pas la majorité, et il n'y a pas nécessairement un programme qui a été jusqu'au fond, je dirais, des rangs des équipes de tout sport qu'on a au Québec. Comment vous voyez une mesure qui nous permettrait justement d'atteindre chacun des entraîneurs, pas juste dans l'impunité, à savoir est-ce que vous avez passé le test au poste de police, mais de passer le message. Parce que c'est pas juste d'avoir une carte, d'aller se faire dire au poste de police, oui, cette personne-là n'a pas de passé. On l'a dit, combien de pourcentage d'agresseurs on a? C'est un infime minorité des agresseurs qui sont connus et accusés. Le reste, ils ont l'impunité. Alors, ils sont là sans avoir jamais été dénoncés en tant que tels et surtout jamais punis. Alors, comment on fait pour mieux atteindre, finalement, que le message passe? Et est-ce qu'on doit adresser le message
1 aux hommes ou 2 aux femmes? Je pense qu'il faut adresser le message à tout le monde. Et c'est là que l'imputabilité est importante. Imputabilité, ça veut dire aussi des subventions en moins, ça veut dire des pressions. Il faut que ça coûte quelque chose. Pas juste il faut aussi que la réputation soit de certaines fédérations, qu'on fasse de la publicité négative aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse mal. Parce qu'actuellement, c'est bien beau, on se gargarise souvent de belles paroles, mais il faut que ça passe dans les actes. Et c'est pour ça que nous recommandons, entre autres, que ces campagnes-là se fassent aussi dans les médias, ce qui n'est pas abordé dans le rapport. Les médias, c'est là actuellement le cyberespace où circule tout un climat. Et toute cette culture où on dit faut pas que ça sorte du vestiaire, là, comprenez les gars, là, comprenez les filles, ça reste ici. Cette culture-là, il faut que ça change. Il faut transparence et imputabilité. Il faut aussi s'adresser aux parents. Parce qu'on a vu, les parents étaient démunis dans le cas des histoires avec la Fédération de ski. Les parents se sont sentis démunis. Ils sont partagés avec la carrière de leur fille dans ce cas-ci. Et pourtant, ce sont les parents qui ont dénoncé l'activité sexiste dans la garderie à l'école. Donc, les parents commencent à être sensibilisés. Il y a des parents qui sont sensibilisés, mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Donc, la campagne de sensibilisation dont on parlait, qui passe par l'ensemble des médias, les médias sociaux, elle est vraiment importante parce que tous et chacun, on est responsable de ce qui peut se passer à nos enfants avec nos enfants, avec notre sœur, avec notre mère. On n'a pas abordé la question des personnes âgées parce qu'on a manqué de temps, mais cette dimension-là aussi est très importante. Donc, nous sommes tous responsables. Et si ce message pouvait passer en même temps que le message d'égalité entre les hommes et les femmes, si tout le monde se sent vraiment responsable, il y a eu régulièrement, dans les années antérieures, des messages sur la responsabilisation autour de la loi de la protection de la jeunesse. Le signalement qui est obligatoire pour les intervenants et les professionnels, mais je pense que aussi les gens ont été sensibilisés et connaissent bien le mécanisme du signalement. Un petit rafraîchissement, ce ne serait pas du luxe, mais quand même, il y avait des départs, il y avait des choses qui avaient été faites. Je pense qu'il faut régulièrement, il n'y a jamais une chose qui est acquise comme la sensibilisation. Les gens changent, les gens évoluent, les jeunes grandissent, deviennent des parents. Donc, il faut répéter ce message continuellement, que les gens sont responsables du bien-être des gens autour d'eux. En Afrique, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, c'est vrai ici aussi. Ça ne peut pas être seulement une personne, un parent qui peut faire tout le travail de protection de ses enfants. Il faut qu'ils soient capables de compter sur la collectivité et en particulier sur les adultes à qui il les confie, notamment quand ils font du sport ou des camps de jour comme le Beau que vous nous avez mentionné. J'ajouterais aussi que c'est pour ça que c'est important que les ministères puissent vérifier, pas juste avoir des mandataires. C'est la même chose pour la question de l'immigration, la diversité, l'inclusion. Il y a des mandataires. Avant, il y avait des COFI. Maintenant, il n'y a plus de COFI et ce sont des mandataires de communautés. Mais quand est-ce que le ministère de l'Immigration vérifie les messages que les mandataires transmettent? Parce que les parents pauvres, je pense, les plus grands parents pauvres du rapport, du plan d'action, ce sont les femmes des communautés, qu'on dit des communautés culturelles. Nous préférons les appeler des néo-québécoises. Alors, pour ne pas les stigmatiser et les garder dans leur communauté, bien, il va falloir que, et même chose que le ministère de la Famille, aille vérifier qu'est-ce qu'il y a comme activité. Bien, il faut du personnel pour le faire. Oui, il faut des inspecteurs. Et toute la question des services de garde à domicile, elle est où la vérification de qu'est-ce qui se passe? OK? Alors, qu'est-ce qu'on me racontait, justement, quand une femme qui a mis son enfant dans une garderie en milieu familial, la personne est voilée, elle lui a, quand quelqu'un frappe à la porte, elle demande, est-ce que c'est papa ou c'est maman? Qu'est-ce que l'enfant, il comprend? Il comprend que, un papa puis une maman, ça n'a pas les mêmes règles, que la gardienne, elle ne se comporte pas de la même façon.
Donc, il y a des citoyens à deux vitesses, on pourrait dire. Donc, tous ces messages-là, qu'est-ce que le ministère de la Famille vérifie ce qui se passe? Si ça, il y a des publicités dans les journaux, imaginez tout ce qui peut se passer dans les garderies à milieu familial. Donc, c'est important pour nous de plus en plus de développer des CPE et non pas des institutions privées. Alors, pour nous, le bien commun est une garantie. Donc, pour ça, il faut établir des conditions objectives qui vont renforcer l'égalité, mais qui vont également prévenir les agressions sexuelles. Si on n'investit pas pour l'autonomie financière des femmes, eh bien, ces femmes-là qui sont dans des conditions où il pourrait avoir de l'inceste dans la famille, c'est connu que plusieurs mères se taisent parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont faire avec leurs enfants si elles déclarent le père. Donc, comme elles ne sont pas autonomes financièrement, les agressions sexuelles se perpétuent dans la famille. Donc, les conditions objectives, c'est là-dessus qu'on recommande de travailler beaucoup. Merci. Pour une période de 5 minutes 30 secondes, Madame la députée de Montarville. Oh, c'est encore plus court. Merci, Monsieur le Président. Mesdames Sirois, Guilbeault, merci beaucoup pour votre mémoire. La ministre disait c'est touffu. Et à juste titre, c'est important de dire pour les gens qui nous écoutent que vous êtes et sociologue et anthropologue. Donc, je trouve que vous nous apportez un éclairage qui est extrêmement important. Et vous avez dit, et là, je cite, « La misogynie est un comportement acquis qu'il faut prévenir. » Alors là, il y a une piste de solution intéressante parce que vous dites aussi qu'il faut changer les mentalités. Je vais parler à l'anthropologue et à la sociologue. Changer les mentalités, prévenir cette misogynie, faire qu'elle soit de moins en moins présente dans notre société. Ça prend combien de temps changer les mentalités? Puis qu'est-ce qu'il faut? Bien, regardez où les femmes sont rendues et pensez à Claire Kirkland-Casgrain qui a dû lutter pour rentrer à l'Assemblée nationale sans son chapeau. C'est en 64. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Ça se fait de notre vivant. Nos mères ont connu l'époque où elles pouvaient pas signer de chèque et elles ont été très heureuses de pouvoir le faire. On a connu le temps où on devait prendre le nom de notre mari. On n'était plus Madame Diane Guilbeault, mais Madame Marcel quelque chose. Donc, et ça, c'est en 81. Il y a des grands pas qui ont été faits. Il y a des grandes avancées qui ont été faites. Bon, il y en a qui vont s'en plaindre, mais il y a des filles qui sont en médecine alors qu'elles en étaient absentes totalement. Il y a des filles qui sont en droit, donc Madame Vallée le sait. Donc, vous-même aussi. Donc, il y a vraiment eu des avancées spectaculaires en un demi-siècle. Bon, là, on est un peu pressé. On commence cette année parce que les agressions sexuelles, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Là, c'est comme la bête solide qui dort, là, qui ne peut pas être changée. Mais je pense que s'il y avait vraiment un coup de barre solide, qu'il y avait vraiment un message extrêmement clair, un investissement réel en argent, en ressources et en message régulier, répété, réitéré pour l'égalité entre les hommes et les femmes et sur le fait que c'est inacceptable. Les agressions sexuelles sont inacceptables. Tout à l'heure, la clé le disait très bien, il n'y a pas ça des besoins irrépressibles. Ça n'existe pas. Bien, ça, si ça se dit, ça se répète, si les hommes entre eux sont solidaires de cette égalité entre les hommes et les femmes, ils le disent et mentionnent leur désaccord total et leur réapprobation et qu'ils dénoncent les situations d'agression sexuelle. Bon, je donnerai pas de date parce que je pourrais perdre mon argent, là, mais je pense quand même qu'il y a de l'espoir pour changer les choses. Il y a une féministe française qui est venue cet automne, qu'on a invitée à venir, qui a signé un livre qui s'appelle « Chaque matin, je me lève pour changer le monde ». Bien, je pense qu'il faut garder ça quand même comme espoir parce que sans ça, on va rentrer chez nous et on ne fera plus rien. J'aime beaucoup votre mémoire et vous apportez effectivement des lueurs d'espoir. Et ce qui me surprend, c'est que vous êtes seulement le deuxième groupe qui nous dit qu'il faut investir auprès des agresseurs. C'est votre recommandation numéro 12. Vous recommandez d'investir les ressources nécessaires dans l'intervention auprès des agresseurs et des jeunes présentant un profil de risque. Pourriez-vous élaborer là-dessus? Parce que moi, je pense que c'est le nœud du problème et il faut y consacrer des énergies. Et pourtant, très peu de personnes en parlent. Pourriez-vous élaborer, je vous prie? Oui, faut éviter les récidives. Il y a des organismes, des groupes communautaires, et pour nous, les groupes communautaires sont très, très importants pour agir. C'est eux qui sont à la proximité des personnes concernées. Alors, il y a des groupes, entre autres, en fin de semaine, il y a 2 jours, il y avait dans le Devoir, la première page était sur un organisme d'accompagnement, le cercle d'accompagnement, de soutien pour des hommes qui sont des délinquants sexuels. Eh bien,
est-ce qu'on va les retourner dans la communauté sans accompagnement? Je pense qu'on s'en va direct dans les problèmes et toute femme est susceptible, et homme aussi est susceptible d'être attaqué, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui sont attaquées. Alors donc, cette culture de la violence et la pornographie, maintenant, touche aussi des hommes. Alors, il faut garder les montants d'argent. Il va y avoir, j'espère, pas de coupure budgétaire pour comprendre que si on fait une commission parlementaire sur la question des agressions sexuelles, qu'il ne faut pas fermer les yeux sur les budgets que ça demande. Budget d'austérité, là, eh bien, il faut voir à bien dépenser son argent, mais là-dessus, ça fait qu'on va épargner des sous, parce que ça coûte cher un délinquant sexuel en prison. Ça coûte moins cher qu'un groupe communautaire s'en occupe. Je voudrais vous amener aussi sur le domaine juridique. Vous avez des recommandations, entre autres au niveau de la prescription, pages 24 et 25 de votre mémoire. Qu'est-ce que vous demandez à l'égard de la prescription pour porter plainte contre un agresseur? On a appris dans le cadre de nos lectures autour de ce sujet, que le code criminel, il n'y avait pas de prescription au niveau du criminel, mais qu'au niveau civil, la loi avait été changée, je pense, il y a 2 ans ici au Québec, puis on avait augmenté la période de prescription à 30 ans. Mais on voit, là, avec l'histoire des jeunes qui étaient victimes de l'entraîneur au Québec, que ça remonte même à 25 ans. Bon, 25 ans. Là, c'est sorti maintenant, mais peut-être que ça serait sorti dans 35 ans, puis là, l'entraîneur, il n'y a plus rien, il n'y a plus au civil, on ne peut plus rien faire. Ça nous semble assez important de signifier l'importance de l'agression, comment c'est un crime grave, s'il vous plaît. En faisant en sorte d'éliminer la prescription civile. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. 3 minutes. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez fait état dans votre mémoire, vous avez parlé des femmes autochtones. Vous avez dit, dans le fond, que le gouvernement du Québec devrait faire pression. Je peux vous assurer, c'est déjà fait. Et je pense que les femmes parlementaires, particulièrement, ont été préoccupées par cette question-là. Est-ce que vous croyez que le gouvernement du Québec, sur sa propre base, face à ça, pourrait faire quelque chose? Bien, dans notre mémoire, entre autres, on demande qu'il y ait cohérence. Entre autres, toute la question du plan Nord. Les femmes autochtones vont être parmi celles, il y a tout un problème de fragilité au niveau économique, social, et elles se retrouvent souvent dans une situation où pour finir les fins de mois, les femmes autochtones sont obligées entre guillemets, font de la prostitution. On voudrait justement qu'on regarde l'impact de grandes politiques au niveau de tout le Québec, voir quel est l'impact sur... Donc, un peu, c'est ce qu'on demande, la même chose, qu'on mise sur des analyses différenciées selon les sexes, c'est-à-dire qu'avant de mettre des politiques, exemple le plan Nord, qu'on regarde, est-ce que ça a un impact sur les femmes? Alors, et ça, c'est une obligation gouvernementale. Et c'est à travers ça, c'est pour ça que dans notre mémoire, on demande, entre autres, qu'à la ministre responsable de la condition féminine, que ces analyses différenciées selon les sexes, et ça devrait être la même chose sur l'impact sur des clientèles vulnérables comme les femmes néo-québécoises, réfugiées, immigrantes, également les femmes des communautés autochtones, eh bien, avant, voir quel est le prix, combien on va gagner d'avoir une politique comme ça, mais combien, de l'autre côté, ça va nous coûter en dégâts sociaux. Et quand on regardera ça, exemple, sur les garderies, c'est très, très important. Ça permet aux femmes d'être plus autonomes. Il y a des études qui ont montré que ce que ça rapportait, si ça coûtait 100 $ au gouvernement pour avoir un système de garderie à faible taux et universel, les garderies à 7 $, eh bien, si ça coûtait 100 $, ça rapportait 104 $. Et ça, c'est exactement, ça a été fait par des économistes comme Pierre Fortin puis Luc Godbout, spécialistes en fiscalité. Donc, ils ont montré que plus de femmes vont travailler. Mais si plus de femmes vont travailler, c'est plus de femmes autonomes, plus de femmes qui ont les moyens pour se défendre contre les agressions. Terminant, s'il vous plaît. Merci. Donc, Mesdames Guilbeault et Sirois, je vous remercie pour votre présentation et je vais suspendre quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place.